Nous allons écouter maintenant Nathanaël Lamproie. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers jurys, cher public. Le 23 janvier 1891, à Alès, en Sardaigne, Antonio Gramsci est né. Plusieurs candidats avant moi ont certes déjà dû vous citer la phrase à l'ordre du jour. Bien que cela puisse paraître redondant, je vais tout de même vous la citer à nouveau. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Permettez-moi, et ce avec des pincettes, de dire que nous sommes dans l'inconnu. Nous sommes dans le flou. Je pourrais vous parler du flou de l'époque à laquelle vivait M. Gramsci. Je pourrais vous parler du flou que j'ai eu en entendant cette phrase tout à l'heure. Je pourrais même, évidemment, vous parler du flou que j'ai quand j'enlève mes lunettes. Pourtant, j'ai choisi de vous parler du flou de ce monde, du flou de cette génération. Mais avant, il faut poser les bases. Certains des plus attentifs d'entre vous doivent déjà se demander pourquoi je compte parler du flou de cette génération alors que M. Gramsci est né en 1891 et décédé en 1937. Il n'était pas de la même génération que moi. Pourtant, je vais vous démontrer qu'il existe un lien entre notre flou et le flou de sa génération. Étant seul face à mon texte, je n'ai pas pu aller me renseigner sur le flou de l'époque de cet homme politique italien. Alors je vais me servir de mes connaissances et tenter de comprendre ce que cet essayiste a voulu dire et comparer ses pensées avec notre monde d'aujourd'hui, bien différent de celui de l'auteur de la fameuse phrase. Tout d'abord, le début. Le vieux monde se meurt. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu trouver dans le dictionnaire, qui, je le rappelle, est le seul moyen que j'ai eu pour avoir des brides d'informations, j'en ai conclu que le vieux monde n'était pas fixe. Et oui, à chacun son interprétation, à chacun et chacune de définir son vieux monde. Moi, je vais me contenter d'analyser la seconde partie de ce bout de phrase. Le vieux monde se meurt. Ça veut dire que le monde tel qu'on l'a connu est en train de disparaître. Pourtant, j'ai beau regarder autour de moi, tout est toujours là. Alors, comment ça, le vieux monde se meurt ? Voulait-il dire que les mentalités changent ? Considérant que ce soit cela, alors c'est bien simple, puisque tous les sociologues s'accordent à dire que oui, les personnes changent. Leur mentalité, nos pensées changent. Elles évoluent. Et puis, vient la deuxième partie de la citation de ce soir. Le nouveau monde tarde à apparaître. Paf. Ça remet en question tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas ? Comment nos nouvelles mentalités tarderaient-elles à apparaître ? Une nouvelle manière de penser, ça ne se change pas comme on change le sac d'une poubelle. On ne reste pas vide de sac, on ne reste pas vide de pensée. Donc non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce ? Après de plus ou moins longues périodes de réflexion, je dois bien l'avouer, j'en suis venu à conclure qu'il ne voulait peut-être pas dire qu'on changeait individuellement, mais plutôt collectivement. À l'image du monde politique actuel, sujet que j'aurais bien aimé éviter, je dois bien l'avouer, car, je cite, « La politique, si elle n'est le rêve des génies, est d'ordinaire la causette des imbéciles. » Philippe de Chenevière. Vous comprendrez donc pourquoi je souhaite éviter de parler politique ce soir. Pourtant, je m'y sens tout de même obligé pour pouvoir poursuivre l'analyse de cet écrit de M. Gramsci. D'ailleurs, pour poursuivre, je vous le dis à nouveau, M. Gramsci était un homme politique, italien, au début du XXe siècle. Sans vous rappeler toutes les atrocités s'étant produites durant les guerres, je me permets tout de même de vous dire qu'il était de gauche. Ça va, vous commencez à comprendre le vieux et le nouveau monde ? Poursuivons donc avec la fin de la citation. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.
Mais déjà, de qui parle-t-il en écrivant les monstres? Croyait-il aux fantômes? Ou aux dragons? Je ne pense pas. Alors, de qui parle-t-il? Je vous le dis encore, j'ai horreur de la politique. Et pourtant, nous y voilà encore. Et oui, j'ai eu beau chercher, mais je n'ai guère trouvé d'autres personnes que les personnalités politiques de l'époque, et par déduction de la montée de l'extrémisme au pouvoir. Ensuite, si on revient un peu plus tôt dans ce qu'il a écrit, il parle de clair-obscur. Alors évidemment, il ne parle pas de la technique de peinture qui consiste à faire ressortir des éléments, mais bien de la nuance de l'époque, de ce passage depuis la tranquillité de la fin du XIXe jusqu'à l'anarchie de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Avec toutes ces informations, on peut déduire que M. Gramsci vivait dans une époque incertaine. Cette époque est progressivement passée du calme à l'anarchie. M. Gramsci étant contemporain des faits, il était en première ligne pour constater que le vieux monde, la tranquillité, se meurt et que le nouveau monde, la paix, tarde à apparaître. En sa qualité de politicien, il était également en première ligne pour constater que dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors, mesdames, messieurs, chers jurys, cher public, permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous vivre dans un monde sûr? Pensez-vous que c'est même possible? D'ailleurs, Georges Clemenceau dit dans son discours de la paix, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Victor Hugo a aussi dit, la guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Mais pour autant, je ne souhaite pas vous faire peur, loin de là. Mais je souhaite plutôt vous faire prendre conscience des changements de bord. Mais pour autant, je ne souhaite pas vous faire peur, mais vous faire prendre conscience que des changements de bord politique, des changements de gouvernement, ou même des changements tout court, ne définissent pas l'avenir. Du moins pas de manière fixe. Alors pour conclure, à bien des égards, pas mal d'entre vous estiment avoir bien compris le sens de cette phrase, et vous avez probablement raison. Avec tous mes chers concurrents de ce soir qui vous ont déjà évoqué ce sujet, avec vos connaissances personnelles ou avec vos déductions dues à des réflexions que j'aurais, je l'espère, provoquées ce soir. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, sachez que je vous envie. Oui, je vous envie d'avoir eu l'opportunité d'entendre ce que les personnes ayant foulé le sol de cette scène avant moi ont eu à dire. En effet, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas pu converser avec d'autres personnes à propos de cette phrase. Dès ce début d'après-midi, et comme tous les autres, j'ai été mis en loge, seul, face à cette phrase. À cette phrase en apparence toute simple, voire même trop simple, pour le monde dans lequel nous vivons. Je tiens à le rappeler, à vous, la liberté aujourd'hui de définir le monde de demain. Merci. Pour la question d'improvisation, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Merci. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. Pourtant, pendant toute ma vie, on m'a dit de ne jamais regarder en arrière, de ne jamais regarder derrière soi, toujours aller de l'avant. Eh bien oui, on ne peut vivre la vie qu'en regardant en avant. Mais comment vivre sans pouvoir regarder en arrière, sans pouvoir vérifier quelles ont été nos erreurs, sans pouvoir corriger ces erreurs? On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. C'est pourtant clair. Pour comprendre comment avancer, pour pouvoir regarder de l'avant, on doit avoir au préalable pris conscience de notre passé. Merci.